Calez un peu, approchez-vous, approchez-vous. Très bien, mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour votre présence nombreuse à l'occasion de cette cérémonie de remise importante, tous les ans maintenant, consacrée à l'occasion de ces grandes rencontres. Et je remercie Philippe Lapousterle de se prêter au jeu de l'interview par la suite, effectivement, dans le cadre de ces rencontres. On essaie de réaliser sous ce format-là maintenant depuis quelques années, ce qui permet de mieux découvrir aussi l'auteur sous cette forme. Monsieur le Président, merci pour votre présence. Merci tout au long de l'année de défendre et de promouvoir Valérie Larbaud, qui est évidemment pour nous l'enfant du pays qui fait rayonner notre ville, notre cité thermale. Donc un grand merci à vous. Un grand merci aussi à l'ensemble des membres du jury qui travaillent ardemment tous les ans pour décerner ce prix. Et puis évidemment, avant de céder la parole au président, je me permets en amont de féliciter effectivement le lauréat de cette année, Claude Pérez. Merci. Merci pour votre présence. Bravo par anticipation. Bravo effectivement pour ce prix. En tout cas, vraiment très heureux, très honoré tous les ans de pouvoir être présent à l'occasion de la remise de ce prix. Président, je vous cède la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, non loin d'ici, à Clermont-Ferrand, vous allez voir où je veux en venir, il existe un lycée d'enseignement professionnel qui forme au métier de maintenance de moteurs d'avion et aux diverses professions de la sécurité. Ce lycée aurait pu s'appeler Louis Blériot. En fait, il s'intitule Camille Claudel. Il existe en France une vingtaine d'établissements scolaires qui portent le nom de Camille Claudel, comme s'il s'agissait, dans notre conscience collective, de procéder à une reconnaissance de cette grande artiste, voire à une réhabilitation. Car la sépulture de Camille Claudel fut celle de la fosse commune, mais son âme vit par la représentation de ses œuvres, dont l'une d'elles, L'âge mûr, a été découverte récemment. À cet effet, la biographie de Camille Claudel nous offre un champ investigué des étapes de la vie de celle dont le nom est principalement associé à celui d'Auguste Rodin. L'on peut découvrir le contexte familial, les premiers ateliers de formation, l'atelier d'Auguste Rodin, où elle participe à la création d'œuvres majeures, la complexité de sa relation amoureuse avec le maître, sa désillusion, provoque une grave souffrance psychique, abolissant toute force créatrice et provoquant un délitement de sa personnalité jusqu'à l'internement. Quelle est la relation avec Valérie Larbaud? Eh bien, nous l'avons découverte grâce à l'index de la biographie. La même année, en 1901, Larbaud a 20 ans, ils rentreront en relation tous deux avec Karl Boès, à prononcer Bous. Enfin, il s'appelait Charles Potier, en fait. C'était un nom d'emprunt. Mais Boès, on le prononce Bous comme Barnabous. Le directeur de la revue La Plume, revue phare de la poésie symboliste, qui a édité Charles-Louis Philippe, Paul Verlaine, Taillade, Valérie Larbaud y publiera la version en prose d'une ballade irlandaise, et Camille Claudel devait exposer dans une salle d'exposition de la revue, mais le projet n'aboutira pas. En outre, il convient de souligner que Valérie Larbaud aimait les biographies des auteurs sur les œuvres desquels il travaillait. Par exemple, celle de Nathaniel Hawthorne, celle de Dickens, John Donne et bien d'autres. Lorsqu'on visite le musée Rodin, l'on voit tout de suite les grandes œuvres, les bourgeois de Calais, le penseur. Mais ce qui retient l'attention, c'est une sculpture de la vie familière, sous une sorte de petite voûte en onyx. Ce sont les causeuses. Celles et ceux qui la regardent s'imaginent l'intimité de leur conversation et ne peuvent qu'admirer le subtil travail de Camille Claudel.
Monsieur le lauréat, c'est cette même intimité que l'on retrouve dans l'ouvrage biographique que vous avez rédigé pour le souvenir de cette grande artiste. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, je me permets de dire quelques mots en ma qualité de secrétaire général de l'Association internationale des Amis de Valry-Larbaud. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier Monsieur le maire de la ville de Vichy et Madame Aurélie Pacheco, adjointe à la culture de la ville de Vichy, puisque leur soutien pour ce prix Valry-Larbaud de la critique est indéfectible et nous vous remercions parce que nous vous devons beaucoup. Alors cette année, il y a une petite nouveauté puisqu'il y a toujours la dotation traditionnelle du prix assurée par la ville de Vichy et puis cette dotation sera complétée, mais vous verrez, il y aura une surprise tout à l'heure pour évoquer cette dotation. Alors, il est vrai que si la ville de Vichy nous soutient, eh bien, nous sommes une association et nous aimerions nous faire un peu mieux connaître. Et si toutefois vous voulez nous découvrir, eh bien, il y a un stand tout à l'heure où vous pourrez vous procurer les ouvrages de notre lauréat, Claude Pérez, mais également vous pourrez aussi découvrir les activités de notre association. Monsieur le Président Brissot tient un stand et tient à votre aimable disposition eh bien, des bulletins d'abonnement si toutefois vous voulez participer davantage à la vie larbaldienne. Alors, il me reste 1 minute quand même pour féliciter le lauréat, le professeur Claude Pérez, universitaire de son État, qui connaît très bien Paul Claudel, d'une part, puisqu'il a produit, il y a 3 ans, je crois, la biographie de Paul Claudel que vous pourrez découvrir tout à l'heure. Et puis je pense qu'il a pris goût à la biographie d'une certaine mesure, puisqu'il est devenu, si je puis dire, un spécialiste de la famille, puisqu'il a étudié la famille Claudel et notamment Camille Claudel. Alors je ne veux pas révéler tout ce que nous avons dit dans nos délibérations pour le prix, mais nous avons été sensibles à maints aspects de cette biographie, puisque nous pensons tous, bien sûr, à la maladie de Camille Claudel, les troubles qu'elle rencontrait, mais cela a été traité avec beaucoup de pudeur, de même la passion avec Rodin. Et dans ce livre que vous aurez l'occasion de découvrir, eh bien quand même Camille Claudel nous est présenté sous un jour inédit, avec également des moments de bonheur en Angleterre. Et nous avons retrouvé dans cette biographie ce style qui avait montré Paul Claudel sous un jour inédit. C'est un style qui nous a frappé, un style simple, émouvant et qui prête beaucoup à l'imaginaire. Et dans les statuts de notre prix, nous avons un ouvrage qu'aurait aimé Valry-Larbaud. Et je suis persuadé que Larbaud aurait aimé cet ouvrage, d'autant que, comme l'a rappelé le président Brissot, eh bien, les liens entre Claudel et Larbaud étaient forts, puisque tous deux ont traduit des auteurs britanniques. Est-ce que Valry-Larbaud connaissait Camille Claudel ? Bien ça sera peut-être un prochain sujet d'enquête de la part du professeur Pérez. Alors je crois que le moment de la surprise est venu avec... Voilà la médaille, je vous laisse la parole. Écoutez, déjà on va, avant la surprise, mais qui n'en est pas vraiment une je crois pour vous, mais plus tout à fait. Écoutez, en tout cas moi je suis très honoré de pouvoir vous remettre officiellement la médaille de la ville de Vichy, qui marque symboliquement la remise de ce prix. Et c'est évidemment une médaille que l'on remet tous les ans aux lauréats, et ce qui fait ce fil rouge et une continuité. Et de nouveau, je souhaite vous féliciter pour ce prix. Bravo. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Voilà. Puis là, je crois qu'on peut vous remettre du coup le cadeau. La surprise. Ouais. Il l'explique peut-être. Attends, je vais le poser là. Attends. Voilà. Bon, alors la surprise est éventée puisque c'est là. Donc vous savez qu'il y a un vignoble formidable pas très loin d'ici, qui est le vignoble de Saint-Pourçain, qui est un vignoble qui a une histoire absolument extraordinaire et qu'il faut réhabiliter. Il y a 5 ans, j'ai racheté le Clos de Breuilly, qui se trouve à 500 mètres de Valbois, la maison de campagne de l'Arbaud. Et lorsqu'il s'est agi de trouver le nom de la cuvée luxueuse, raffinée de notre Saint-Pourçain, immédiatement, je me suis dit, il faut faire une référence à Valéry Larbaud. Quand j'étais enfant, j'avais une maison, enfin ma famille était de Cussey. On avait une maison dans la montagne bourbonnaise, à Busset. Et il y avait tous ces livres. Mon père était un grand amateur de Larbaud. Il y avait des livres comme ça, illustrés, modernes, des livres, des éditions originales de Larbaud. Et j'ai baigné dans l'Arbaud quand j'étais enfant tout le temps. Et donc, cette proximité de Valbois m'obligeait en quelque sorte, et j'avais envie de rendre hommage à Valéry Larbaud. Et évidemment, le nom de Barnabout s'est imposé pour évoquer le raffinement ou le luxe. Ce nom de cuvée s'est imposé, d'autant qu'il est un petit peu intriguant, on va dire, pour les gens qui ne connaissent pas, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Valéry Larbaud, c'est étonnant. Je fais beaucoup de dégustations maintenant au domaine, des gens qui viennent, et il y a du boulot, en fait, pour le faire connaître. Voilà. Donc j'essaie d'y participer en faisant une petite histoire sur Valéry Larbaud et sur Barnabout à chaque dégustation qu'on fait au domaine. Voilà. Donc je suis très heureux de remettre à M. Pérez quelques bouteilles de ce vin dont j'espère que vous viendrez nous voir et que vous admirerez. Voilà. Et donc on a un petit stock du journal de Barnabout au Clos que j'ai acheté, alors, ce qui a fait rire les mecs de Gallimard, parce que j'ai acheté une 30aine d'exemplaires, parce que je le donne parfois, plutôt que de donner une bouteille de vin, quand les gens sont vraiment intéressés, je leur donne un exemplaire. Alors quand j'ai raconté ça chez Gallimard, ils ont éclaté de rire. Alors j'ai dit, pourquoi vous riez? Ils m'ont dit, parce que je comprends maintenant pourquoi les ventes de Larbaud ont explosé. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà, merci. Bien, écoutez, je ne sais plus qui remercier. Voilà, je suis très embarrassé. Alors, je vais commencer par remercier d'abord le maire de Vichy et l'équipe municipale. Et c'est la première fois que j'assiste à ces journées. Je dois dire que j'ai été surpris de l'affluence que j'ai constatée hier et de l'intérêt que ça a pu susciter dans le public. C'est très méritoire par les temps que nous connaissons de voir une équipe municipale soutenir des entreprises telles que celle-ci. Et donc, soyez-en remerciés en mon nom, mais aussi pour tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à la littérature. Je voudrais aussi remercier bien sûr le jury qui m'a fait l'honneur de choisir cette biographie et de la distinguer pour lui remettre ce prix. Je n'oublie pas ces 3 précieuses bouteilles que je vais probablement poser sur un coin de ma bibliothèque pour les considérer de loin pendant plusieurs années. Je voudrais quand même dire un mot que je suis particulièrement heureux de recevoir un prix Valéry Larbaud parce que je suis un lecteur aussi de Valéry Larbaud et je crois même que je suis, alors peut-être pas le seul, mais un des très rares dans cette salle à avoir dormi à Valbois, qui était donc la maison de Larbaud. Alors il y a longtemps de ça, j'ose pas dire en quelle année c'était. C'était à l'époque la maison de vacances d'un autre écrivain qui est Roger Caillois. Caillois était mort, mais sa veuve habitait toujours dans la maison.
Et alors, il s'est passé quelque chose d'assez étrange, parce que donc nous avions été invités à Valbois, ma femme et moi, nous y avons passé la nuit, et avant de nous coucher, j'ai fermé les volets. Et à ce moment-là, un papillon s'est posé sur la fenêtre. Et ce papillon était un papillon assez rare qui s'appelle le sphinx tête de mort. Or, il se trouve que Caillois a beaucoup écrit sur les papillons, sur le sphinx tête de mort en particulier. Donc je suppose que c'était le fantôme de Roger Caillois qui avait pris l'allure d'un papillon et qui était venu nous dire bonjour ou bonsoir plutôt, puisque c'était plutôt l'heure du bonsoir que du bonjour. Voilà, donc ça c'est le souvenir que je garde de Valbois. Et donc je ne me sens pas tout à fait étranger dans le monde larbaldien et dans la ville de Vichy, même si je la découvre en fait aujourd'hui ou ces jours-ci. Voilà, je vais arrêter là mon petit discours et je vous remercie de nouveau tous pour ces beaux cadeaux. Merci. Écoutez, je crois que vous allez rester par contre sur scène et nous, on va se rendre dans la salle pour écouter avec votre interview et votre rencontre avec Philippe Lapousterne. Merci encore. Je suis intimidé par ce cadeau formidable qui va trôner. Bonjour. Bonjour. Oncle Pérez. C'est quand j'ai lu votre ouvrage, j'y ai repensé ensuite hier et aujourd'hui. Et peut-être les gens ne savent pas tous, mais vous étiez le maître de thèse du premier invité de ces rencontres. Et on vient de recevoir Judith Chemla. Et dans les deux, la vie a triomphé sur le malheur, sur les malheurs de la vie, sur tout ce qu'elle nous réserve parfois de désagréable. Il est ressorti là quelque chose du sens de la vie. Le sens de la vie, finalement, c'est ça qui a permis à ces deux femmes de triompher et de retrouver une liberté qu'elles avaient perdue. Et ce que j'ai aimé dans votre livre, évidemment, ce n'est pas la fin de Camille Claudel qui a connu une fin tragique, mais votre ouvrage est maintenant le livre de référence. Je lis partout que maintenant, si on veut connaître vraiment la vie de Camille Claudel, c'est par votre biographie qu'il faut passer. Et j'ai été impressionné de voir que le sens de la vie a été perdu par Camille Claudel, mais qu'il y a eu cette volonté pendant quelques années de découvrir la vie, la force, et malheureusement qui a été vaincue dans le cas de Camille Claudel. Donc je suis content de vous recevoir, parce que vous avez, par Camille Laurence, par ce livre, vous avez approché, puisque vous avez dirigé sa thèse, le combat. L'un perdu, l'autre gagné de ces deux femmes. Merci beaucoup. Alors, à vrai dire, lorsque j'ai rencontré Camille Laurence, elle était déjà une romancière connue et reconnue. En fait, vous faites allusion au fait que j'ai donc été... j'ai enseigné à l'université d'Aix-en-Provence et nous avons créé dans cette université une mention de thèse un petit peu particulière qui est une thèse destinée à des créateurs. C'est-à-dire il y a une part de la thèse qui est la création d'une œuvre d'art. Alors ça peut être soit une œuvre littéraire, soit une œuvre musicale, soit une œuvre picturale ou autre, cinématographique.
et d'autre part une réflexion sur cette œuvre. Et alors à cette époque-là, donc c'était, je ne sais plus, il y a maintenant une dizaine ou un peu plus années en arrière, cette mention de thèse était unique en France. Elle était unique en France. C'était la seule université française où on pouvait soutenir une thèse de ce genre. Maintenant, je crois qu'il y en a d'autres. Alors, il y a des exemples aussi à l'étranger. Voilà. Alors ça a rencontré beaucoup de succès. Ça continue, bien sûr. Et je pense que ça se développe. Il y a d'autres universités maintenant qui ont choisi le même format, le même format original de thèse. Voilà. On dit tout le temps, je lisais des articles récents au moment de la vente récente d'œuvres de Camille Claudel qui ont atteint des prix faramineux il y a 5 ans d'abord et puis il y a 15 jours à peine. Des prix inimaginables pour quelqu'un qui restait inconnu si longtemps. Et je me suis dit, comme c'est un ouvrage de référence, qu'est-ce qui vous avait gêné? Parce que si des gens parlaient de Camille Claudel, il y en a beaucoup. Il y a eu des films, il y a eu des ouvrages. Romanesque parfois. Et donc, je me suis dit que lorsque vous avez entamé ce travail, vous vous êtes dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas ou d'insuffisamment clair à vos yeux sur ce qui avait été filmé ou dit sur elle. Vous savez, à vrai dire, j'ai écrit, comme ça a été dit tout à l'heure, j'ai écrit une biographie du frère. Donc Paul Claudel. Paul Claudel, qui est le frère cadet, qui était son frère cadet. Voilà, son frère cadet, c'est ça, son petit frère. Et puis, je pensais m'arrêter là. Je n'ai pas vocation à faire la biographie de tous les Claudel de la Terre. Enfin, voilà. D'ailleurs, j'arrête après, il n'y en a plus, c'est terminé. Mais c'est une dame, une éditrice qui m'a dit, parce que j'avais dîné avec elle, et elle me dit, mais finalement, pourquoi vous ne faites pas quelque chose sur Camille ? Je pense que j'ai hésité parce qu'il y a toute une part de la vie de Camille qui est extrêmement aride, enfin austère. Elle a passé 30 ans enfermée derrière les murs d'un hôpital psychiatrique. Et donc, ça fournit pas une matière narrative excessivement mouvementée. Vous voyez, alors que la vie de son frère est pleine de rebondissements, de rencontres, de voyages, etc. La vie de Camille... Et puis finalement, je me suis dit, pourquoi pas ? Alors, je me suis dit, pourquoi pas ? Parce que, c'est vrai, il y a beaucoup de choses sur Camille, et des choses très différentes. Alors, il y a des ouvrages très savants d'historiens d'art, qui sont généralement des ouvrages consacrés à une part de la production de Camille. Très érudits, très savants, très sérieux, très... Voilà. Il y a des ouvrages psychanalystes, nombreux aussi. Les psychanalystes se sont beaucoup intéressés à Camille. Sa maladie, sur la maladie Sur sa maladie, bien sûr. Il y a une biographie, avant la mienne, et il y a beaucoup d'ouvrages qui sont des biographies, mais des biographies, je dirais, fictionnelles. C'est-à-dire, quand on ne sait pas, on imagine ce qui a pu se passer. Il y avait une philosophe qui s'appelait Simone Weil qui disait « L'imagination, c'est la grande combleuse ». C'est-à-dire quand il y a un trou, l'imagination vient boucher. Donc, il y a des livres dans lesquels on vous raconte les nuits d'amour de Camille et Rodin. Bon, pourquoi pas, on peut le faire, mais je veux dire, c'est une fiction. Voilà. Il y a un film, enfin, il y a plusieurs films sur Camille, très différents les uns des autres, mais il y en a un particulièrement qui a été très important, qui est celui qui a popularisé l'image de Camille Claudel. Oui, ça a été un succès qui a été un succès considérable. Voilà. Et les conservatrices du musée Rodin me disaient qu'à partir de la sortie de ce film, donc c'est le film avec Isabelle Adjani et Depardieu, on peut dire d'ailleurs que c'est le film d'Isabelle Adjani parce que c'est elle qui, d'une certaine manière, est tombée amoureuse de Camille, si je peux dire les choses comme ça, qui a recruté le metteur en scène, qui a financé le film, qui a recruté Depardieu pour être son partenaire et qui a tenu le rôle principal. Donc, vraiment, Adjani, là, a été la cheville ouvrière. S'il n'y avait pas eu Adjani,
probablement le film ne se serait pas fait. Bon. Donc, ce film a été véritablement un événement qui a changé la perception que le public, alors tout le public, c'est-à-dire à la fois les spécialistes de littérature, d'histoire, de l'art, ce que vous voudrez, et puis également le public qui n'est pas un public de spécialistes, mais qui a été touché, ému par cette aventure. Donc, les conservatrices du musée Rodin me disaient que la fréquentation du musée a augmenté de manière très significative à partir du moment où le film est sorti. Et aujourd'hui encore, une bonne partie des gens qui viennent à Paris au musée Rodin viennent notamment, pas uniquement, parce que Rodin, c'est quand même un immense sculpteur, mais viennent notamment voir la salle dans laquelle sont réunies les œuvres de Camille. Bon, ce film est très important, mais il est très largement fictionnel. Je donnerai juste un seul exemple, si vous voulez bien. Du début à la fin, c'est Adjani, évidemment, qui joue Camille. Donc, on la voit, jeune fille, tombée amoureuse de Rodin. Et puis on la voit vers la fin du film partir à l'asile. Elle n'a pas pris une ride. C'est toujours la même belle Adjani. Mais dans le monde réel, il s'est passé 30 ans entre le moment où Camille tombe amoureuse de Rodin, devient sa maîtresse. On est à peu près, grosso modo, dans les années, on ne sait pas exactement, mais dans les années 1880, par là, à peu près, 85, 86. Et puis le moment où on l'interne, on est en 1913. Dans le film, le spectateur ne s'en aperçoit pas. Il a l'impression qu'on envoie à l'asile la jeune femme ou la jeune fille qui vient, de voilà. Oui. Donc c'est un exemple de ce que j'appelle la fictionnalisation. Alors, je n'ai rien contre, je veux dire, c'est parfaitement légitime, on peut le faire, pourquoi pas. Simplement, il faut savoir que c'est pas tout à fait comme ça. C'est un raccourci. Voilà, c'est un raccourci. Coupable quand même, parce que coupable, ça change. Non, mais ça change la vision des. Ça change évidemment la perception qu'on peut avoir des choses. Voilà. La photo de couverture, elle est magnifique. Ouais. Je veux dire, les deux sont magnifiques, la photo et elle-même. Oui. Est-ce que d'où sort cette photo-là? Parce que nous avons eu un débat avec mon éditeur au sujet de cette photo, parce que cette photo est en fait la reproduction d'une photographie d'époque, c'est-à-dire c'est une photographie de Camille à 18 ans qui a été prise à Paris par un photographe qui était un ami de Rodin, alors que Camille venait d'arriver à Paris. Évidemment, la photographie a été un peu retravaillée par les graphistes de la maison. Voilà. Alors, est-ce qu'elle était trop retravaillée? Est-ce qu'il aurait fallu faire moins, etc. On a eu des conversations avec l'éditeur et finalement, voilà, on a décidé en faveur de celle-ci. Voilà. Mais ça compte, hein? Ah, bien sûr, mais ils n'ont pas arrêté de me le dire, c'est pourquoi. Parce que quand on la voit, on se dit, tous les malheurs qui sont arrivés, c'est injuste. Ah bah, bien sûr. Hein? Elle inspire un sentiment de proximité, d'affection, qui est dans la fin de... Oui, non, mais le graphiste connaît son boulot, il n'y a pas de doute. Mais ça ne vous a pas gêné de l'avoir comme si, un peu? Non, ça ne m'a pas gêné. Enfin, bon, au départ, je me suis dit quand même, voilà. Le professeur Pérez devait avoir quelques réserves. Voilà. Mais ils m'ont une facilité pour ils m'ont convaincu. Oui. Bon, enfin voilà. Après, j'en ai parlé avec des amis. Ils m'ont dit bon, voilà. Mais c'est pas pour rien qu'il y a eu films, livres assez nombreux, parce que ce parcours est. Je connais peu de parcours aussi extravagants, j'allais dire. Tellement c'est voilà une fille qui est belle comme le jour.
au moins sur la photo. Non, mais pas seulement sur la photo. Oui, j'imagine, oui. Que... Les J'ai vu la témoignages- photo originale dont vous parlez. Non, il y a des témoignages d'époque, tout le monde dit. C'est une splendeur, quoi. Et donc, elle arrive à 20 ans. Elle est tellement brillante et douée qu'elle rentre rapidement dans le très haute catégorie des sculpteurs, ce qui est sa passion à elle depuis toujours. Et Rodin, donc, qui était le plus grand sculpteur à l'époque du monde, c'était le sculpteur le plus connu au monde, si j'ai bonne mémoire. Enfin, je veux dire, à l'époque, il n'y avait pas de sculpteur qui avait la renommée mondiale de Rodin. Alors, quand il la rencontre, il n'a pas encore cette renommée. Oui, Il a la quarantaine, elle a 20 ans de moins, mais il n'est pas encore l'espèce de vedette internationale qu'il va devenir dans les années suivantes. Il est au début Rodin, il a beaucoup ramé, comme on dit aujourd'hui, lui aussi. Hein. Il a attendu 40 ans pour pouvoir abandonner les petits métiers qu'il faisait avant pour vivre. On oublie un petit peu ça, parce qu'aujourd'hui, on a cette image du... Voilà. Mais Rodin, à 40 ans, il est encore obligé de faire, comme il dit, ouvrier, c'est l'expression qu'il emploie, pour gagner sa vie, parce que sans ça, il n'y a pas de quoi manger. Donc, elle le rencontre au moment où il est en train de changer de statut, et où il va devenir, elle l'accompagne dans cette espèce de mouvement d'ascension, de découverte. Je cite dans le bouquin le propos d'un journaliste de l'époque qui dit, à propos de Rodin, « Cet homme est Michel-Ange, mais vous ne le connaissez pas », s'adressant à ses lecteurs. Et de fait, beaucoup de gens qui étaient assez proches du milieu artistique, encore dans ces années, ils découvrent Rodin. Il n'est pas du tout l'espèce de personnage qu'il est devenu par la suite, de vedette internationale, etc. À ce moment-là, c'est le début encore. Est-ce que, par exemple, vous diriez, vous, que la présence de Camille l'a aidé à ce moment-là? Est-ce que ça l'a aidé dans cette transformation que vous venez de dire entre l'ouvrier artisan de très bonne facture et le génie ensuite qu'il est devenu? Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question, mais ce que je peux dire en tout cas, c'est que s'il y a, pour autant qu'on puisse le savoir, parce que ce qu'il faut dire aussi, n'est-ce pas, c'est qu'il y a une correspondance entre Camille et Rodin. Bon, une bonne partie de cette correspondance est perdue. Perdue, c'est-à-dire que Camille a beaucoup détruit. Elle a beaucoup détruit de lettres. Et il y a des choses qui se sont perdues, il y a des choses qui ont été détruites, on ne sait pas où elles sont, et probablement on ne les retrouvera pas. Peut-être on en retrouvera, c'est possible. On a retrouvé des documents qu'on croyait perdus. Bon, mais, donc, si on veut être rigoureux, comme j'essaye de l'être autant que possible, c'est difficile de se prononcer. Ce que je crois pouvoir dire malgré tout, c'est que ce que les documents prouvent, c'est que Rodin a été vraiment très amoureux de Camille. Je ne suis pas absolument certain que la réciproque soit vraie. Vous le laissiez entendre tout à l'heure. En tout cas, les documents qui subsistent, les lettres par exemple, n'est-ce pas, dans lesquelles elle l'appelle toujours Monsieur Rodin, dans lesquelles elle le vouvoie constamment. Alors, il y a une lettre que tout le monde cite toujours parce qu'elle dit « Je dors toute nue pour me faire croire que vous êtes là ». Mais on la cite toujours parce que c'est la seule lettre dans laquelle il y ait une suggestion érotique. C'est la seule lettre de Camille. Donc, il y a, pour en revenir à mon point de départ, que Rodin ait été amoureux de Camille, les documents qu'on a ne permettent pas d'en douter. Mais il n'y a pas que ça. Il a aussi été très sensible au talent de Camille. C'est pas juste... il a très bien perçu la qualité de l'artiste qu'il avait en face de lui. Et il y a une phrase qu'on cite très souvent, il dit « Je lui ai montré où trouver de l'or, mais l'or qu'elle trouve, il est bien à elle. »
Donc, il a... C'est pour ça que je vous posais la question. La conjonction de l'amour qu'il lui porte de manière que vous confirmez, et aussi de l'apport qu'elle a vraiment été pour lui, qu'il est passé de meilleur ouvrier de France à génie de la sculpture. Alors, c'est vrai. Est-ce que l'amour, l'instinct de vie, l'espèce de relation tellement proche n'a pas décuplé ses forces et son talent et l'a poussé plus loin qu'il n'aurait pu ou voulu? Non, ça, alors, on peut le penser. Hein, après, je vous pose la question à vous. Pourquoi pas Ce qu'il faut dire aussi, c'est que pour autant qu'on puisse le savoir, c'est pas une relation de tout repos. C'est pas un grand fleuve tranquille, les amours de Camille et de Rodin. Camille, c'est pas une femme commode. Un volcan. Tout le monde dit, sa famille, son frère, ses parents, ses amis, qu'elle est extrêmement violente. Et Rodin, enfin, on le voit là aussi dans la correspondance, il y a des crises. Voilà, donc si ça l'a aidé, il s'est forgé dans l'épreuve, hein, ça fait aucune espèce de doute. Et c'est une destinée tellement... En fait, elle vit sa vraie vie après sa mort. C'est quand même, je veux dire, sa vraie vie d'artiste, c'est-à-dire la vie qu'elle préférait avant tout. C'est 30 ans d'hôpital psychiatrique, la moitié de sa vie en hôpital psychiatrique. Oui, pas tout à fait la moitié, puisqu'elle est morte à 80 ans, mais elle a passé, 30 ans. Elle a passé 50 ans en liberté et 30 ans, voilà, et 30 ans en prison, carrément. En exil, comme elle disait, dans des conditions... Ce que je peux peut-être ajouter là-dessus, c'est que... elle a donc été internée en 1913 et elle est morte en prison en 1943. Les hôpitaux psychiatriques de l'époque, ou les asiles psychiatriques, sont des lieux surpeuplés. Et alors, vous allez retrouver des échos de l'actualité, ce que vous entendez régulièrement à la radio ou à la télévision. Il n'y a pas de médecins, ou il n'y en a pas assez. C'est-à-dire qu'il y a 2000 malades et 3 médecins. Par ailleurs, et ça c'est une situation dont nous sommes sortis aujourd'hui, mais ces médecins ne peuvent rien. C'est-à-dire ? Je veux dire qu'aujourd'hui, les médecins, les psychiatres disposent de neuroleptiques ou de diverses... de toute une pharmacopée. De toute une pharmacopée. Cette pharmacopée... au moment même de la mort de Camille, elle n'existe pas. Tout simplement, elle n'existe pas. Les neuroleptiques, ils ont commencé à être utilisés après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, pendant toute la période que Camille a passée dans l'asile, il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement. Alors, les médecins disent... C'est d'autant plus navrant que lorsque les asiles psychiatriques ont été créés en France... au XIXe siècle, c'était dans la perspective de soigner les malades. Et puis on s'est aperçu progressivement qu'on ne les soignait pas, qu'on les gardait, mais qu'on ne les soignait pas. Et voilà, dans des conditions... Alors, les conditions matérielles, si vous voulez, la plupart du temps, Camille... Alors, ce que je vais dire ne doit heurter personne, mais il y a deux catégories dans les asiles à cette époque. Il y a les malades aux frais des familles. Ce sont les familles qui payent alors à la fois ce qu'on peut appeler l'hôtellerie, le logement, la nourriture, et puis les soins éventuels. Et puis, il y a, et c'est l'immense majorité, les gens... qui n'ont pas de moyens, pas de revenus, et qui sont donc aux frais du département, on disait à l'époque. N'est-ce pas ? Bon, Camille a toujours été dans la première catégorie, c'est-à-dire celle qui est, en possibilité si j'ose à peine employer ce mot, mais en fait qui est moins défavorisée, disons, que l'autre.
voilà, sa famille, son frère. Et alors, il y avait différentes classes, première classe, deuxième classe, troisième classe. Le met en première classe. Lui ont proposé de la mettre en première classe. Alors, elle ne voulait pas, enfin, passons sur ces détails. Mais voilà, la situation était pas aussi désastreuse qu'elle pouvait l'être pour d'autres. Alors, je ne dis pas ça pour essayer de faire avaler la pilule. C'est évidemment 30 ans dans ces conditions, c'est une chose qu'on ne souhaite pas à qui que ce soit. On est bien d'accord, n'est-ce pas Lorsque vous écrivez cette biographie, il nous reste en mémoire la famille Claudel. Vous avez écrit un livre sur le frère cadet, Paul Claudel, qui est une gloire nationale à la fin de sa vie. Académie française, reconnu, un poète éminent, etc. Et donc elle appartient à une famille de renommée nationale, on va dire. En tout cas pendant qu'elle est dans sa dernière période dans l'asile-prison. Et ce que vous mettez au clair de manière plus précise qu'ailleurs, c'est les liens de sa famille, dont on peut considérer que c'était une famille reconnue, admirée pour certains, a laissé cette femme, leur sœur, leur fille et sœur, sans visite pendant des années, recevant de temps en temps une lettre. Alors on se dit quand même, est-ce que la famille a joué le rôle qu'elle aurait dû tenir? Alors, bon... moi, j'hésite toujours à me poser en justicier. Alors, d'abord, la famille, il faudrait distinguer. Il y a 3 membres. Son père est mort au moment où, avant qu'elle ne soit internée. Oui. Son père est mort. Donc, il reste la mère, sa sœur et son frère. Sa sœur, sa mère, tout le monde, le discours dominant, c'est de dire c'est sa faute à elle. C'est de mettre la faute à la fille, de mettre la culpabilité sur la mère, de mettre la culpabilité sur la mère, en disant si. Bon. Alors c'est très compliqué. C'est peut-être compliqué d'expliquer, mais les relations sont très difficiles. Pour autant qu'on puisse le savoir entre Camille et sa mère, il y a de très lourds conflits entre elles. Il y a également des conflits très forts entre les 2 sœurs, entre Camille et sa sœur qui s'appelle Louise, pour des raisons qui sont des raisons très matérielles. Ces 2 femmes, Louise est veuve, elle a un petit garçon, elle n'a pas de revenus. Camille est sculptrice, sa sculpture ne se vend pas. Et elle n'a pas de revenus. Donc, elle est, comme elle le dit elle-même, à la charité de mes parents. Et le problème, c'est que les 2 sœurs sont à la charité des parents. Vous imaginez que ça ne contribue pas à établir entre les 2 sœurs des relations harmonieuses. Apaisées. Oui. Et apaisées. Quant aux frères, qu'on charge aussi, parce que, voilà... Alors d'abord, pendant une bonne partie de cette affaire, il est ambassadeur au Japon. Quand on va au Japon en 1920, c'est 1 mois pour aller, 1 mois pour revenir. Donc il passe 6 ans au Japon, il revient 1 fois. Quand il revient, il va voir Camille, mais évidemment, quand il est au Japon, voilà. Ensuite, il est nommé ambassadeur aux États-Unis. Donc à l'époque, il n'y avait pas l'avion. Il n'y avait pas d'avion. Oui, et puis bateau. Voilà, bateau. On allait en bateau. Et le bateau, c'était plus d'1 mois pour aller de Marseille à Yokohama. Bon, ensuite, il est ambassadeur aux États-Unis. Voilà. Alors, après, chez lui aussi, il y a eu une culpabilité, c'est sûr. Hein, il le dit. Vous citez une phrase. Oui. Citez une phrase qui est « Avons-nous fait, les parents et moi, tout ce que nous pensions ?» Il y a cette phrase, il y en a une autre où il dit... Sans mon éloignement continuel de France, j'aurais pu tenter quelque chose, mais mes pauvres parents n'étaient pas à la hauteur. Là, c'est quand même lui qui parle. C'est lui qui parle. Et qui pense que sa mère n'a pas fait ce qu'il fallait. Après, il s'accuse lui aussi. Il dit parfois amer regret de l'avoir ainsi abandonné.
Bon, mais il faudrait là entrer dans des... Après, vous savez, moi, il se trouve que j'ai une amie assez proche qui se trouve dans une situation qu'elle juge elle-même assez comparable à celle de Camille. Une artiste? C'est-à-dire... Une artiste? Non, c'est pas une artiste. Non. Mais cette femme a un fils qui est gravement handicapé mental et qu'elle a été obligée de placer dans une institution. Et lorsqu'elle connaît très bien Camille, l'histoire de Camille Claudel, et elle supporte très mal les mises en accusation de la famille Claudel parce qu'elle a le sentiment qu'elle s'est trouvée, elle, dans une situation analogue. Et lorsqu'on accuse la famille Claudel d'avoir abandonné Camille, elle a le sentiment que on l'accuse elle d'avoir abandonné son propre fils. Et donc, vous voyez, c'est difficile, je pense à elle, voilà, d'adopter une posture en disant oh, qu'est-ce que c'est Claudel. Vous voyez, c'est des situations qui sont voilà, délicates et je ne voudrais surtout pas poser aux justiciers. C'est très facile de décréter ce qui est bien et ce qui est mal quand on est ici assis confortablement dans un fauteuil. Non, il ne s'agit pas de dire, voilà. Bien sûr, chacun fait ce qu'il peut dans la vie, voilà. Mais il y a... Oui, voilà. Mais je crois, si vous voulez, que je le dis dans l'introduction, Camille, c'est vraiment un grand personnage tragique de notre temps. Mais oui, c'est ça. C'est vraiment un personnage tragique. Vous savez ce que disait Aristote, hein, voilà, disait la tragédie, c'est la terreur et la pitié. C'est-à-dire, d'une part, les héros tragiques, c'est, je ne sais pas, par exemple, Oedipe, n'est-ce pas, qui se crève les yeux, ça nous effraie, ça nous fait peur, et nous avons en même temps la pitié pour ce malheureux qui, finalement, n'est pas tellement responsable. J'ai l'impression que Camille, c'est ça aussi, c'est la terreur que peut nous inspirer son sort, ce qui lui est arrivé, ces 30 années qui sont évidemment épouvantables, et puis la pitié aussi, la compassion, le mot pitié peut être gênant, mais la compassion, si vous voulez, hein, la compassion que forcément nous éprouvons pour elle. C'est vraiment une héroïne tragique. Grecque. Voilà, oui, tout à fait. Quasiment, comme Antigone. Comme Antigone, qui du reste, elle aussi, dans une des versions de la légende, finit emmurée. Hein, je vous rappelle, c'est comme ça qu'elle est punie. On l'enterre vivante. D'une certaine manière, c'est peut-être aussi ce qui est arrivé à Camille. Et, dans votre livre, est-ce que c'est un de vos objectifs de redresser les torts qui étaient émis par les uns ou les autres, les espèces d'oukases à penser que telle et telle chose s'est passée? Qui suis-je pour être un redresseur de tort? Non, pour dire la vérité, c'est-à-dire... Alors, j'essaye. Voilà. Ben voilà, c'est ça il y a oui. des choses... Alors, il y a des choses dont on sait qu'elles sont fausses, d'autres dont on sait qu'elles sont fausses. Oui. Et ça, effectivement, on peut le poser. Maintenant, encore une fois, il y a beaucoup de trous dans cette histoire. Hein, c'est-à-dire, il y a beaucoup de documents qui sont perdus. Parce que, pour aller peut-être dans un registre un tout petit peu plus léger, enfin, ou un peu moins voilà. Bon, on connaît Camille comme sculptrice. Tout le monde sait Camille Claudel, c'est une sculptrice. Mais Camille, c'était aussi une remarquable dessinatrice. Elle avait des cahiers de dessin. Hein, voilà, ça s'est perdu. Alors, il nous en reste peut-être une dizaine ou une quinzaine, dont certains, à mon avis, sont vraiment remarquables. C'est ce que les spécialistes d'histoire de l'art appellent ça des dessins de sculpteurs, parce que ça met particulièrement en évidence les volumes et la dureté des os, des machins comme ça. Et c'est vraiment, ces dessins, c'est vraiment une remarquable dessinatrice, vraiment remarquable. Et tout ça s'est perdu. C'est absolument constant. Parce qu'elle les a détruits? Parce qu'elle a détruit beaucoup de choses? Alors non, ça, on sait qu'elle ne les a pas détruits. Elle les avait déposés, elle les a mis en dépôt dans la maison de ses parents, dans un petit village de l'Aisne, à côté de Ferrand-Ardenois, ça s'appelle Villeneuve-sur-Fer.
Et ça a disparu. Et son frère a une phrase très énigmatique. De quel frère? Dans son unique frère. Son unique frère, Paul Claudel. A une phrase dans laquelle il dit ces documents soustraits aux archives paternelles. Alors, les archives paternelles, ça veut dire vraisemblablement, on comprend qu'elle les avait déposées chez son père. Que signifie au juste soustrait? Par qui? Est-ce que ça a été volé? Volontaire ou volé? Voilà, je ne sais pas. Et, je veux dire, on n'a pas moyen d'en savoir plus. Mais c'est vraiment consternant que ces dessins aient été... On va les retrouver gardés par un collectionneur qui va profiter pour les vendre 100 000 fois le prix. Alors, si on les retrouve, ça fera la fortune voilà, assurément de celui qui les retrouve. Parce qu'une chose qui est quand même un peu paradoxale, c'est que Camille, qui a souffert de la misère pendant toute une bonne partie de son existence, aujourd'hui, ses œuvres se vendent je ne sais combien de millions de dollars, millions d'euros. D'euros et de dollars, oui. Voilà, on en a vendu un groupe il y a 15 jours qui s'est vendu, je crois, 2 millions ou 3 millions d'euros. Enfin, alors que de son vivant, ça n'intéresse personne. Je raconte dans le livre qu'encore après sa mort, en 1953, son frère Paul organise une exposition au musée Rodin pour rendre hommage à sa sœur et faire connaître son travail. Tout le monde s'en fout. Dans les journaux, il y a à peine un entrefilet. Et encore un entrefilet poli, disant oui, bon, d'accord, c'est pas mal. Claudel, l'ambassadeur Claudel qui a voulu rendre hommage à sa sœur, passons à autre chose. Rien. Et tout change, vraiment tout change, à partir des années 80. Mais comment c'est possible, ça? Cette résurrection, finalement, d'une œuvre négligée volontairement par tous les acheteurs et tous les amateurs d'art pendant des années. Oui, enfin, quelque chose a changé. Alors, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu d'abord, et on parlait de thèses tout à l'heure, voilà, tout le monde ironise sur les thèses, les thésards, etc. Alors, moi, je voudrais rendre hommage ici à Jacques Cassard, qui était un thésard, voilà, un humble thésard, un modeste thésard, qui est le premier qui est allé rechercher les documents, qui a rassemblé tous les documents qu'il pouvait à propos de Camille. Et puis le malheureux est mort avant de pouvoir soutenir sa thèse, il n'a même pas eu le bénéfice de ses recherches. Par contre, comme c'était un homme généreux, il a mis la documentation qu'il avait réunie à la disposition d'autres personnes. Et par exemple, de personnes qui s'en sont servies pour écrire des vies de Camille à partir des documents amassés par Cassard, en brodant et en imaginant pour boucher les trous de la documentation. Et c'est comme ça aussi que la réputation de Camille s'est faite. Hein. Le roman d'Anne Delbé, par exemple, qui s'appelle « Une femme », qui est un roman, qui est une biographie très romancée. Hein. Ce roman a contribué, avant le film, à faire reconnaître, à populariser l'image de Camille. Les mouvements féministes se sont évidemment emparés de ce personnage qui était emblématique, évidemment, de la situation de domination dans laquelle les femmes se trouvent, puisque en somme, elle approche deux génies, son frère d'une part et Rodin d'autre part, qui sont au sommet de la réputation artistique, et elle-même
Bon, elle les a rejoints maintenant, et même elle les a dépassés, parce que si vous cherchez sur Google, vous verrez qu'il y a beaucoup plus de réponses quand vous tapez Camille Claudel que quand vous tapez Paul Claudel. Aujourd'hui, c'est... Oui. Voilà, et je peux dire d'expérience que la biographie de Paul Claudel se vend pas très bien. J'espère que la biographie va... et grâce c'est un appel, c'est un appel. Grâce probablement, notamment au prix Larbeau. Mais voilà, non, je veux dire, la plaisanterie mise à part, tout le monde me dit ouais, Paul Claudel n'est pas sympathique. Évidemment, c'est pas le genre de choses que vous êtes susceptible d'entendre à propos de Camille. Voilà. Alors, vous faites référence à un moment dans le livre au fait que la France, dans ces années-là, fin 19e, 1800, était déchirée comme elle a rarement été au sujet de l'affaire Dreyfus. Et vous semblez indiquer que tous les amis de Camille Claudel sont Dreyfusards. Par contre, sa famille... Est-ce que ça a compté, cette espèce de ce qui divisait la France à ce moment-là, divisait aussi sa famille? Bon, ça ne divise pas sa famille, parce que sa famille, à ce moment-là, est d'accord, ils sont tous dans la famille Claudel, Camille compris, il faut le dire, sont tous anti-Dreyfusards et antisémites. À ce moment-là. Exactement. À ce moment-là. Hein. Camille est vigoureusement antisémite. C'est quelque chose qu'on ne dit pas beaucoup, mais voilà. C'est un antisémitisme familial. Ça vient, je ne sais pas d'où ça vient, mais enfin, le père, oui. C'est des admirateurs de Drummond, donc la France juive, n'est-ce pas? Camille est une admiratrice de Drummond, voilà, et elle n'en démord pas. Hein, encore, quand elle est enfermée ensuite, son frère a beaucoup changé. Et son frère, qui était très antisémite dans sa jeunesse, a adopté ensuite, et je voudrais le dire ici parce que personne ne le dit, pendant la guerre, au moment des persécutions antisémites, des positions extrêmement courageuses. Il a été, en 1941, le seul écrivain français à envoyer une lettre au grand rabbin de France en lui disant, et c'est une lettre qui a immédiatement été rendue publique, hein, Israël est aujourd'hui le fils aîné de la douleur, comme il est depuis toujours le fils aîné de la promesse. Bon, venant d'un écrivain qui avait une réputation... L'antisémitisme. Non, mais qui avait une grande réputation, c'était quelque chose de très important, et la communauté juive lui en a été très reconnaissante. Bon, mais lorsqu'il est jeune, lorsqu'il a 20 ans, il est antisémite comme papa, et il est antisémite comme Camille. Camille l'a été, et elle a rompu avec certains de ses amis. Mais vous dites, ses amis étaient... Beaucoup de ses amis étaient Dreyfusards, militants de la cause dreyfusiste. Certains de ses amis les plus proches, notamment Mathias Morart, que je cite à plusieurs reprises parce que c'est vraiment quelqu'un qui l'a beaucoup soutenu. Et Morart a été vraiment un acteur principal de la lutte des Dreyfusards. Mais Camille, non. Camille, elle dit encore dans les années d'internement, si je suis là en prison, c'est la faute de la bande juive. Voilà. Donc, ses amis étaient Dreyfusards, mais elle était restée... Alors, pas tous ses amis, parce qu'elle a aussi parmi ses amis le fils d'Audet, Léon d'Audet, dont on ne peut pas dire qu'il soit spécialement philosémite. Mais voilà, ses amis, elle en a plusieurs, mais beaucoup d'entre eux sont effectivement Dreyfusards. Donc ça n'a pas été un facteur de... Alors on a dit, certains disent que vous évoquez ça, c'était certains. Bon, c'est quelque chose qui a été souvent dit, que c'est quelque chose qui a contribué à son isolement. Ça a pu y contribuer, mais à mon avis, c'est pas le facteur déterminant. C'était un facteur parmi d'autres, mais c'est pas le phénomène central. Je ne crois pas que ce soit la raison principale de. Entre la réhabilitation d'un artiste, ça arrive assez souvent qu'un artiste soit plus connu après sa mort que pendant son vivant. L'inverse aussi. Hein. L'inverse aussi, oui. Et ce qui est curieux, c'est que c'est atteint un tel degré, parce qu'on peut être réhabilité en tant qu'artiste, voir sa cote monter, etc. Autre chose, c'est que de nommer des rues, des lycées,
des avenues, des musées, etc. Ça va au-delà de la réhabilitation. C'est peut-être une fascination, peut-être, non? Fascination, peut-être qu'il s'agissait d'essayer dans la mesure du possible de rattraper une culpabilité. Oui, une culpabilité, c'est ça, oui, de racheter une culpabilité qu'on pouvait avoir. Oui, bien sûr. Enfin, c'est assez, si je puis dire, amusant. C'est pas le mot qui convient, mais enfin, le discours des ministres de la Culture, j'en ai entendu quelques-uns à propos de Camille, évidemment, n'est pas du tout celui que... Voilà. On essaye de se racheter des bêtises qu'ont pu faire les prédécesseurs. Et dites. Voilà. Une bêtise dite. Voilà. Juste un mot pour terminer, c'est que vous avez donc côtoyé Camille Claudel de manière intense pendant l'écriture de ce livre. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce travail dans le détail de parler d'une artiste, du malheur qui lui est arrivé, de ce qui lui est arrivé? C'est un destin que vous qualifierez de comment? Je le disais tout à l'heure, pour moi c'est vraiment une héroïne tragique. C'est vraiment le terme de tragique qui pour moi résume le mieux. Le résume le mieux. Après, c'est étrange parce que il y a des choses vraiment qui m'ont surpris, des choses même très 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 bêtes. Enfin, un beau jour, la famille quand ils sont arrivés à Paris, puisque c'est une famille de province qui est montée à Paris, quand ils sont arrivés à Paris, ils sont installés rue Notre-Dame-des-Champs, donc derrière le jardin du Luxembourg. Et c'est là que Camille a eu son premier atelier. Son premier atelier était, si je me souviens bien, 117 rue Notre-Dame-des-Champs. Bien. Et un beau jour, je me promène rue Notre-Dame-des-Champs. 117, il y a une porte cochère, on ne peut pas passer. Mais il se trouve que juste à côté, il y a une école, je ne sais pas quoi, une école de commerce ou une école américaine, je ne me souviens plus. On peut passer. Une école américaine, oui. Voilà, peut-être. Et donc, si on passe par cette espèce de trou dans le mur de façade et qu'ensuite on revient sur le côté, on voit ce qu'il y a derrière le 117. Et qu'est-ce qu'il y a derrière le 117 ? Il y a un immeuble d'atelier, comme on en construisait à l'époque, c'est-à-dire un immeuble entièrement vitré, avec des structures métalliques, et tout ça, c'est des ateliers. Dans ce quartier-là, il y en avait beaucoup. À l'époque, oui, beaucoup. Oui, à l'époque, mais celui-là, il existe encore. Il existe encore. Celui-ci, il existe encore. Ah J'en bon. ai fait des photos qui sont dans le bouquin. Ah oui. Et donc, ce qui est quand même étonnant... Alors, je suis à peu près sûr, à 95%, que ça n'a pas changé, parce que, vous voyez, la structure des ferraillages, vous pouvez le voir aujourd'hui, et vous le voyez aussi dans l'atelier de Camille sur des photos d'époque. C'est le même. C'est le même. La structure du ferraillage est la même. Donc, il n'a pas changé. Et personne n'en parle. C'est comme si personne ne s'était aperçu que l'atelier de Camille, rue Notre-Dame-des-Champs, il est toujours là. Alors j'ai eu l'occasion d'interroger, monsieur le maire, votre collègue de l'arrondissement, qui n'était pas au courant. Bon. Et quand on connaît la réputation planétaire, aujourd'hui, de Camille Claudel, pensez que cet atelier-là... Il appartient à qui? Ça, je ne sais pas. Ah, vous n'êtes pas rentré? Oui. Non, alors, il y a des gens qui habitent dedans, parce que j'ai vu qu'il y avait de la lumière, etc. Je pense que un certain nombre de ces ateliers sont devenus des appartements, sont utilisés comme appartements. Mais voilà, c'est toujours là. En plus, je me dis que le propriétaire aurait sans doute intérêt à faire valoir que Camille Claudel a trop travaillé là, parce que ça lui permettrait d'augmenter les loyers ou les prix de vente. Mais en tout cas, vous connaissez la vie, on voit. En tout cas, voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a surpris. Et puis, bon. Un dernier mot peut-être sur... elle a été brûlée, Camille Claudel, dans sa tête. On sent que ça a été un tremblement de terre qui
qui l'a poussé dans des zones trop complexes à subir pour quelqu'un de normal. Cette brûlure-là, elle est due à l'abandon de Rodin qui a choisi de rester avec sa femme plutôt que de continuer son amour avec elle, ou c'est dû à autre chose, à une crise qui a peu de choses à voir avec ça, mais qui tient à d'autres raisons? Moi, je ne suis pas psychiatre. Ce que disent les psychiatres, ils parlent de psychose. Ils parlent de psychose, c'est-à-dire que c'est quelque chose de lourd. C'est pas comme on le dit, oui. Enfin, on a fait. Une petite dépression, c'est pas une dépression. On a fait comme si elle était malade, mais en fait, elle avait rien du tout. C'est pas vrai. Je veux dire, il y a des comportements de Camille Claudel avant son internement. Bon, déjà, elle ne peut absolument plus travailler. Elle a complètement arrêté de travailler. Elle boit. Elle est probablement alcoolique. Elle envoie des lettres d'injures avec parfois des excréments à l'intérieur, à droite à gauche. Elle fugue. Elle disparaît, on ne sait pas où elle va. Elle détruit ses propres œuvres. Donc, il y a, je veux dire, c'est pas juste. Oui. Voilà, c'est pas le petit blues, quoi. Non, c'est quelque chose. Alors, après, savoir d'où ça vient, moi, je ne suis pas en mesure de. Il est sûr que la rupture, enfin, la crise avec Rodin et pour beaucoup dans cette affaire, enfin, a contribué. Voilà, c'est sûrement quelque chose qui a beaucoup. Maintenant, quel est le facteur déclenchant? Alors, certains psychanalystes vous diraient c'est la faute de sa mère, de son père, de ceci, de cela. Moi, je ne me prononce pas là-dessus. J'ai pas les compétences pour. Mais voilà. Parce qu'en même temps que l'amour perdu, c'était aussi la collaboration perdue. Je veux dire, l'art, la création. Donc c'est la question que je vous posais. Est-ce qu'en dehors de l'amour que lui portait à elle en tout cas, est-ce qu'il n'y avait pas un arrêt total entre eux? Il y a un lien énorme parce que ça rompait aussi son rapport à l'art et son envie de créer. Non, ça n'a pas rompu son rapport à l'art parce qu'elle a voulu faire quelque chose, elle disait, qui ne soit pas du Rodin. C'est-à-dire, elle avait et de fait, une bonne part de sa production est très marquée par l'influence de Rodin, et elle a voulu s'affranchir de cette dépendance. Et donc, c'est aussi peut-être pour ça, on peut le penser, qu'elle a rompu ce lien. Elle a effectivement fait un certain nombre d'œuvres, par exemple La Vague ou les Causeuses, qui sont des œuvres dans lesquelles elle a mis violemment à distance l'influence de Rodin. Donc, se séparer de Rodin, c'était indispensable dans cette perspective-là. Artistique même, oui. Et si elle s'est séparée de Rodin... La question que je vous posais, oui. Si elle s'est séparée de Rodin, c'est parce qu'elle l'a voulu comme ça. Rodin ne demandait qu'une chose. Que ça continue. C'était de continuer avec elle. Après, alors Rodin n'était pas marié, c'était une maîtresse, une vieille maîtresse, comment on dit, une compagne, si vous voulez, qui était une femme de son âge, qui était sa compagne depuis 20 ans. Camille voulait qu'elle se sépare de cette vieille compagne. Rodin a refusé. Et elle voulait qu'il l'épouse. Elle ne l'a pas épousée. Et Rodin a fini par épouser Rose Beuret, c'était le nom de cette femme avec laquelle il a vécu pratiquement toute sa vie. Il l'a épousée 15 jours avant qu'elle ne meure. Il y a une photo que j'ai mise dans le livre qui est la plus sinistre de toutes les photos de mariage que j'ai jamais vues, dans lequel on voit Rose qui est à quelques jours de sa mort, et ça se voit, et puis Rodin qui, mon Dieu, est loin d'être un jeune homme, et ils sont là tous les deux en train de se marier. Cette photo est absolument sinistre. Voilà. Mais voilà, ils sont mariés donc à 15 jours de la mort de Rose. Voilà. Mais Camille, à ce moment-là, était internée. Oui. Ouais. Elle a jamais eu, alors Rodin l'a beaucoup aidé quand même. Quand elle a connu des ennuis financiers après l'avoir quitté, il l'a aidé financièrement. Il a essayé même de lui faire une petite exposition. C'est plus que des ennuis. Camille, si Rodin ne l'aide pas et si sa famille ne l'aide pas, elle est fichue à la porte, elle dort sous les ponts. Elle n'a plus un rond. Plus un rond. Si elle mange, c'est parce que ses parents lui
donne de quoi acheter, Et voilà, lui qu'on- donne de quoi oui. payer, etc. Voilà, et son logement, tout ça, voilà. À la fin de sa vie, elle ne travaille plus, elle ne vend plus. Voilà, c'est la misère noire. Vous avez reçu du courrier après la publication de ce livre. Est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de vous... J'ai reçu un message d'un monsieur qui me disait ah, vous vous intéressez aux peintures de Camille? Moi aussi. Ah, je dis bon, bien. Et donc, le dialogue a continué comme ça pendant. Je ne voyais pas trop où il voulait en venir. Et il a fini par me dire qu'il avait 2 peintures de Camille. De peinture, 2 toiles. de toile. Oui. Ah, je dis bon, écoutez, c'est extraordinaire. Signé Camille Claudel, donc. Attendez. Et donc, bah, je lui dis, c'est très bien, magnifique. Et je lui demande, bah, envoyez-moi les photos. Alors, le problème, c'est que d'abord, les toiles ne sont pas signées, et qu'ensuite, l'une représente une femme en jaune qui n'est pas jaune, et l'autre une femme à la croix qui n'a pas de croix. Donc, je suis obligé de considérer que ce monsieur a pris ses désirs pour des réalités, et que, voilà... Mais peut-être que je me trompe, après tout, je ne sais pas. Enfin, voilà. C'est pour finir sur une note moins austère. Merci d'avoir parlé de ça. Et je vais vous dire, vous avez réhabilité l'université. Vous avez fait nommer des thésards. Je veux dire par là, quand on vous écoute, quand vous êtes sûr et certain, vous dites 95%. Ouais. J'ai entendu ça. Quand vous ne savez pas, vous dites « je ne sais pas ». Et je connais peu de biographes qui osent dire en âme et conscience « ça, sur ce sujet-là, je ne suis pas certain ». J'ai beaucoup aimé ça. C'est une école de rigueur quand même, l'université. Vous êtes professeur et on sent qu'il y a des règles auxquelles on ne doit pas déroger. Oui, enfin, moi, c'est comme ça que je conçois les choses. Après tout, pourquoi est-ce que j'affirmerais détenir je ne sais quelle vérité sur voilà, je dis les choses comme je crois devoir les dire. J'espère que... enfin, je ne crois pas du tout être le seul dans l'université à procéder ainsi. J'espère que l'université n'est pas aussi déconsidérée. À la fonction d'université. Voilà. Non, mais voilà, à la manière de travailler. Voilà, oui. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui pensent détenir la vérité, mais il n'y a pas que dans l'université qu'on voit ça. On voit ça aussi. Oui. On est content de voir qu'il y a une exception sur Terre. Voilà, mais il y en a dans tous les métiers. Bon, merci beaucoup Merci en tout cas beaucoup d'avoir été à avec vous. nous. Merci. Le cadeau et la médaille. N'oubliez pas. Voilà, vous pouvez le retrouver à la sortie. Je peux vous aider.